Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Chanteuse, danseuse et meneuse de revue, Joséphine Baker est une artiste que l'on ne présente plus. Et pourtant, nous allons la présenter ce matin. Nous célébrions hier les 46 ans de sa disparition et c'est l'occasion ce matin de revenir sur cette incroyable existence. Joséphine Baker étant la première femme noire à accéder au rang de vedette en Europe. Mais derrière l'icône, c'est aussi devenu le symbole d'une femme engagée, antiraciste, engagée à la fois dans la résistance française puisqu'elle cacha des juifs et aussi dans la lutte bien plus tard à la fin de sa vie pour les droits civiques des personnes noires aux États-Unis. On retrace donc ce matin le parcours exceptionnel de cette femme née à Saint-Louis en 1906 dans une famille plutôt modeste, Laurence. Freda Joséphine McDonald, alias Joséphine Baker, est issue d'une famille espagnole, afro-américaine et probablement bien amérindienne. C'est seulement 1 an après sa naissance que son père, le musicien de rue Eddie Carson, abandonne le foyer. Un événement qui aura un impact considérable sur sa vie. De son côté, la mère de Joséphine, Kerry McDonald, se remarie avec un ouvrier. Et les temps sont durs pour la famille. À l'époque, Joséphine passe une partie de son enfance à alterner l'école avec des ménages pour des gens aisés, car la famille, donc on le rappelle, est pauvre, d'autant que d'autres enfants voient le jour dans la famille. La mère et le beau-père de Joséphine auront 3 enfants. Face à la pression des responsabilités dont elle doit prendre part à 13 ans, Joséphine est obligée de quitter l'école. Nous sommes là en février 1920. La jeune femme se marie avec un certain Willie Wells et le très jeune couple contribue à faire vivre la famille. Un mariage qui ne durera pas. Joséphine est téméraire et a d'autres ambitions que le mariage. Il faut savoir que dès l'âge de 8 ans, quand même, elle crée des spectacles de danse. Elle rejoindra même un trio d'artistes intégrés dans la fameuse troupe itinérante des Dixie Steppers. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre d'ailleurs son second mari. Elle est très jeune. Et oui, absolument, Ilana. Joséphine fait la rencontre de Willie Baker, qu'elle épouse en 1921, soit 1 an après son premier divorce. À l'époque, pour gagner sa vie, l'artiste danse au Standard Theatre où elle gagne $10 par semaine. Mais Joséphine voit grand et est ambitieuse. À 14 ans seulement, l'envie de se produire à Broadway la pousse à quitter son second mari. Elle tente alors sa chance à New York. Et c'est véritablement à ce moment-là que débute sa carrière. Elle est alors embauchée dans la première comédie musicale qui met en vedette des personnes noires, une comédie baptisée Shuffle Along, une aventure qui va durer 2 ans. Oui, elle enchaînera ensuite plusieurs expériences jusqu'à une rencontre capitale, celle de Caroline Dudley Reagan, l'épouse d'un diplomate qui voit en Joséphine Baker un grand potentiel. Elle lui offre donc un salaire de $250 par semaine. Si celle-ci accepte de la suivre en France, objectif, prendre la tête d'un spectacle intitulé La Revue Nègre. Joséphine Baker devient une immense star et remplit rapidement les salles, au-delà de son talent, parfois contesté, c'est vrai. En fait, c'est surtout son image qui devient une légende et ses prestations aussi controversées. Dans La Revue Nègre, justement, elle est nue, vêtue d'un simple pagne et de fausses bananes. Elle danse le Charleston dans un décor de savane et au rythme des tambours, un spectacle parodique du monde blanc. C'est en effet ce qu'elle expliquera. Pour elle, il s'agissait de se moquer des Blancs et de leur manière de gérer les colonies par la France, disait-elle. Bien que moins raciste que les États-Unis, la France a tout de même des progrès à faire concernant les gens de couleur et leur insertion dans la société. Toutefois, pour elle, ce voyage est une vraie libération, car la situation des Noirs est bien meilleure à l'époque en France qu'en Amérique. Et Joséphine Baker est désormais connue dans le tout Paris à cette époque, se produit notamment au Théâtre des Champs-Élysées, puis aux Folies Bergères, puis au Casino de Paris et dans tous les endroits un petit peu guindés de la capitale. Elle devient un vrai phénomène pour le public parisien des années folles. Oui, et elle s'installe à Paris durablement. Elle obtiendra la nationalité française en 1937. Bien installée, elle acquiert donc cette nationalité. Il faut noter que les années 30 sont une vraie consécration, puisque plus de la danse, sa première passion, elle s'exerce aussi à la chanson et au cinéma. 2 films lui seront consacrés. Zouzou avec le grand Jean Gabin notamment, puis Princesse Tam Tam entre autres, qui ne rencontre pas toutefois le succès espéré. Et c'est en 1936 que Joséphine Baker tente quand même un premier retour artistique aux États-Unis, sans succès non plus. Toutefois, elle reste une vraie star à Paris et devient l'égérie des milieux artistiques, dans le milieu du jazz particulièrement, dans le milieu des cubistes également. En 1931, J'ai 2 amours, composé par Vincent Scotto, devient son plus grand succès. J'ai 2 amours, mon pays Paris, par un toujours
savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'en sort. Voilà la voix de Joséphine Baker, J'ai deux amours, magnifique chanson qui reste encore un classique aujourd'hui. Et puis parallèlement à cette époque, Joséphine Baker rencontre le jeune courtier en sucre Jean Lion, de son vrai nom Jean Lévy. C'est un homme juif qui subit alors l'antisémitisme de plein fouet. Joséphine Baker le voit, en est témoin. C'est alors le début d'un autre combat qui va accompagner sa vie, la Seconde Guerre mondiale. Joséphine Baker s'engage ainsi dans la résistance en 1939. Tout à fait, Joséphine Baker refuse de chanter à Paris tant que les Allemands y sont. Chaque soir, Joséphine Baker assure la gestion à ses frais d'un centre d'accueil de réfugiés à la gare du Nord. Elle travaille aussi de concert avec le service de renseignement de l'armée grâce à un certain Jacques Aptet, officier du renseignement français. Il cherche alors des personnalités bénévoles, dignes de confiance pour recueillir des informations compromettantes sur l'ennemi. Et Joséphine Baker accepte cette mission avec grand plaisir. Elle est alors chargée de se rendre dans des réceptions diplomatiques afin d'y recueillir donc des informations. Le but concrètement, se rendre partout, absolument partout, sans éveiller aucun soupçon afin de recueillir des renseignements sur l'activité notamment des agents allemands et de leurs complices. Ainsi, l'artiste sous couverture réussit à obtenir lors de ses cocktails donnés surtout dans les ambassades d'Italie et du Portugal de précieux renseignements sur les mouvements des troupes allemandes et les intentions de Mussolini au début de la guerre. Et c'est très pratique d'être Joséphine Baker, dira-t-elle plus tard, expliquant qui oserait fouiller Joséphine Baker jusqu'à la peau. Les papiers informatifs sont bien mis à l'abri, attachés par une épingle de nourrice. D'ailleurs, mes passages de douane s'effectuent toujours dans la décontraction. Les douaniers me font de grands sourires et me réclament effectivement des papiers, mais ce sont des autographes. Et plus étonnant encore, Joséphine obtient aussi un brevet de pilote, une ruse pour masquer en fait son engagement dans le contre-espionnage. Oui, en fait, elle fait mine de rejoindre les infirmières pilotes secouristes de l'air, mais en réalité, elle accueille en douce des réfugiés de la Croix-Rouge. L'année charnière sera l'année 40. Joséphine Baker, qui habite le Vésinet, quitte sa ville pour le château des Milandes, en Dordogne. Là-bas sera formé un vrai groupe de résistants. Et oui, c'est dans ce château que seront cachés des juifs, mais aussi des armes. Sa propriété sera d'ailleurs plusieurs fois fouillée par les nazis, mais en vain, ils ne trouveront rien grâce à la sympathie que Joséphine Baker attire. Il faut préciser que Joséphine tombe toutefois malade en juin 1941. Elle sera hospitalisée pendant 1 an et demi, mais toutefois, cette hospitalisation ne mettra pas un terme à son activité de renseignement. Effectivement, bien au contraire, puisque sa chambre devient un vrai centre d'échange d'informations secrètes. Elle s'emploie également à convaincre tous les officiels américains qu'elle rencontre de soutenir le général de Gaulle et la France libre. À peine rétablie, Joséphine Baker passe ensuite soutenir le moral des troupes et organise des spectacles en remettant à l'armée française l'intégralité de ses cachets. Entre 1943 et 1944, elle mettra à disposition des œuvres sociales de l'armée de l'air plus de 10 millions de francs, soit 1 million d'euros. Et lors de son passage à Alger en 1943, le général de Gaulle, reconnaissant, lui offrira du coup une petite croix de Lorraine en or, une récompense qu'elle vendra aussi par la suite aux enchères pour la somme de 350 000 francs au profit exclusif de la résistance, une vraie philanthrope pour sa bravoure. Elle sera donc récompensée à la fin de la guerre. Tout à fait, elle recevra la Légion d'honneur pour ses services. En 1947, elle achètera ensuite le château des Milandes avec son mari, encore un nouveau mari, le chef d'orchestre de jazz Joe Bouillon. C'est là qu'elle réalisera son rêve de grande famille, une tribu arc-en-ciel. Elle adopte alors 12 enfants de différentes origines. Et elle cherchera à nouveau l'approbation par ailleurs de ses compatriotes américains lors d'une tournée en 1951. Malheureusement, l'apartheid qui règne aux États-Unis aura raison de sa carrière. Débutera alors un tout nouveau combat, donc la lutte pour les droits civiques. Joséphine Baker mourra à Paris dans le 13e arrondissement donc de Paris le 12 avril 1975. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Joséphine Baker. Et un petit conseil lecture pour terminer. J'ai adoré ce roman graphique de Catel. Vous savez, Catel, cette pro de la bande dessinée qui a signé une très belle biographie de Joséphine Baker. Oui.